Et voilà, c'est notre tout dernier rendez-vous de cette journée ici à l'Agora Giuseppia avec Freddy Tiburce, le dirigeant de Manger du Sens, qui va venir nous présenter, nous parler de la revue d'innovation Réinventons nos modèles. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans cette édition pimentée du CEFIA de 2025. Je dis piment en faisant référence au slogan d'accueil. En tous les cas, pour ma part, j'ai une trentaine de minutes là, pour vous présenter la revue d'innovation Réinventons les modèles, qui est une... Je vais essayer de vous le mettre à l'écran, voilà, c'est mieux. Cette revue d'innovation, elle est extraite d'un événement que nous avons organisé sur Manger du Sens. Manger du Sens, c'est une plateforme d'innovation qui favorise les interactions entre les startups et les acteurs de la chaîne alimentaire. Et les lauriers de la transition alimentaire, c'est un challenge d'innovation qui nous permet de sourcer une centaine d'initiatives. L'objectif étant de faire un top 100 des initiatives qui réinventent les modèles dans le secteur alimentaire. Donc je vais vous partager les résultats de cette dernière édition et la revue d'innovation que nous vous avons concoctée avec Jeanne-Héloïse Guérin, qui est chef de projet chez Manger du Sens et qui a œuvré également sur cette revue. Globalement, sur Manger du Sens, outre l'organisation d'événements comme les lauriers, nous avons une plateforme digitale, c'est vraiment un logiciel de gestion de l'innovation et de l'intelligence collective qui permet d'adresser des différentes initiatives, toutes concentrées sur l'innovation et les transitions, mais avec des process participatifs et à impact positif. Donc, ce que nous faisons, c'est des stratégies d'innovation à impact, de l'intelligence collective et du marketing de contenu. Il y a un modèle sur lequel on s'appuie dans ces travaux-là que je vous partage rapidement. Ce que vous avez sous les yeux, c'est les niveaux de transition de Gilles. Gilles, c'est un universitaire anglais de l'université de Manchester et c'est un professeur d'innovation et de durabilité. Et je prends quelques instants pour expliciter ce schéma-là. En fait, il y a 3 niveaux. Tout en bas, vous avez ce qu'il appelle les niches. Les niches, ce sont les innovations. Les innovations qui viennent souvent en rupture ou qui sont des solutions radicales par rapport à l'existant. On peut dire qu'elles sont en marge, en définitive, du système. Lorsqu'on organise les lauriers de la transition alimentaire, précisément, on cherche à sourcer des initiatives qui sont donc en marge du système. Le deuxième niveau, il appelle ça les régimes. Les régimes, ce sont les règles et les réglementations, les normes. En fait, tout ce qui permet d'encadrer les modes de consommation. Et le troisième niveau, ce qu'il appelle le paysage, c'est tous les éléments de contexte et de tendance. Et en clair, ce que l'on cherche à faire chez Manger du Sens, c'est à observer les signaux faibles d'une consommation plus engagée. Donc si vous retenez bien ces 2 principes-là, avec les solutions innovantes, d'une part, et d'autre part, une observation spécifique de la consommation engagée, on cherche à repérer les signaux faibles qui impactent des tendances, des changements, des mouvements. Et en tous les cas, on le fait avec cette volonté à la fois d'observer, de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça s'inscrit souvent en marge des écosystèmes existants, avec la volonté de se dire derrière ça, il y a forcément des éléments de compréhension. Parmi ces éléments de compréhension, on peut notamment favoriser le rapprochement entre les solutions des startups avec des acteurs de la chaîne alimentaire. Alors,
les lauriers de la transition alimentaire, c'est notre deuxième édition. Ça a été organisé courant de 2024. La cérémonie de remise des prix a été organisée le 10 décembre dernier sur Rungis. Rungis étant notre partenaire majeur sur cette initiative. Je vous disais que nous avions la volonté de sourcer une centaine d'initiatives, ce qu'on appelle notre top 100, sur 4 grandes thématiques distinctes et complémentaires. Je les rappelle, c'est les systèmes agricoles, les solutions agrologistiques, les initiatives de cohésion sociale et tout ce qui relève de l'alimentation durable. Donc il y a eu 115 initiatives qui ont candidaté, il y a eu 50 initiatives qui ont été nominées, il y a eu 4 lauriers et 8 prix spéciaux d'attribuer. Et pour réussir à faire ça, on mobilise pas moins de 25 réseaux partenaires. Ces 25 réseaux partenaires nous aident à la fois à faire le sourcing des initiatives, mais nous aide également à faire les évaluations. On réunit un jury avec ces 25 experts et il y a par ailleurs des évaluations en ligne qui sont faites. À l'issue de cette édition des lauriers, on se met dans une dynamique de production d'une revue d'innovation qu'on intitule « Réinventons les modèles ». En fait, ce que l'on cherche à faire, certains d'entre vous connaissent probablement, je sais pas, l'arbre des tendances, par exemple, de protéines XTC. Donc là, pour le coup, ce qui va nourrir les tendances, c'est l'analyse des innovations des acteurs de la chaîne alimentaire. Ce que l'on fait, nous, complémentairement, c'est qu'on observe l'innovation des startups. Et exclusivement l'innovation des startups. Donc on consigne ça dans cette revue d'innovation avec la volonté de pouvoir identifier et de faire émerger des courants porteurs. Toujours selon la dynamique... J'ai un problème de... Hop là. Toujours pour correspondre à la dynamique des niveaux de transition de Gilles auquel je faisais référence tout à l'heure, en complément donc de l'observation des niches, je vous disais que c'était intéressant d'observer ce qui se passe au niveau du paysage, donc l'évolution des comportements de consommation. Et là, pour le coup, on le fait avec ce premier baromètre de la consommation engagée que nous avons lancé spécifiquement pour l'édition 2024. Et ce que nous avons fait à ce niveau-là, c'est deux choses. D'une part, un panel de 1000 consommateurs, à partir duquel on a pu cerner quels étaient les consommateurs, les typologies de consommateurs les plus engagés. Il y en a eu un certain nombre qui ont été identifiés et ensuite, de manière qualitative, on est allé les questionner de façon complémentaire pour mieux comprendre, en définitive, comment ils identifiaient leur niveau d'engagement, autrement dit, quel type de pratiques ils mettaient en œuvre, à la fois dans leurs achats, dans leur manière de cuisiner, de consommer, et tous les éco-gestes complémentaires qui peuvent être mobilisés au foyer. On les a questionnés sur ces éléments-là. On a identifié différents niveaux d'engagement, bien évidemment. Ça fait écho à d'autres études sur la consommation responsable qui adressent ce type de compréhension. Et spécifiquement, on a cherché à les questionner sur, on a bien compris ce que vous mettez en place, mais maintenant que vous nous avez décrit ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire de manière complémentaire ? En clair, on a cherché à comprendre, il y avait 3 niveaux d'engagement, et pour chacun de ces niveaux, on est allé questionner pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils étaient susceptibles de mettre en place complémentairement à ce qu'ils avaient déjà opté comme pratique. Et donc, ce baromètre, il vient de nouveau éclairer le paysage. Et donc, si je reviens au petit schéma de tout à l'heure, entre le paysage d'une part et les niches d'autre part, vous avez comme un effet tenaille en quelque sorte. Ça fait une double pression sur ce qu'il appelle le régime, donc l'évolution des normes et réglementations. Autrement dit, lorsque vous vous intéressez aux dynamiques d'innovation et de transition, le fait d'observer à la fois l'innovation d'une part et d'autre part les pratiques de consommation engagées, vous avez 2 moyens de pression sur les pratiques alimentaires telles qu'elles sont en place aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, on va vous partager en avant-première les 8 courants porteurs extraits de cette seconde édition des lauriers de la transition alimentaire.
ces 8 courants porteurs, en fait, on les caractérise de la manière suivante. Le premier, là, vous l'avez sous les yeux, c'est l'entrepreneuriat à la ferme. C'est-à-dire que lorsqu'on observe les 115 initiatives candidates au laurier de la transition alimentaire, on s'aperçoit qu'il y en a un certain nombre, elles ne sont pas toutes là. Hein. Là, j'ai fait une sélection. J'ai sélectionné 4 initiatives pour chacun des 8 courants porteurs. C'est juste pour illustrer mon propos. C'est juste pour vous dire, en fait, comment on arrive à identifier cet effet de levier que constitue le courant porteur. Alors, pourquoi courant porteur ? Tout simplement parce que je ne veux pas parler de tendance. L'idée, c'est simplement de constater qu'en matière d'innovation et de transition, lorsqu'on analyse les solutions innovantes des startups, on arrive à dégager un certain nombre de perspectives. L'entrepreneuriat à la ferme, c'est notre premier courant porteur. Alors, ce que l'on retrouve derrière ça, c'est des initiatives assez diverses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, là, mais on en a sélectionné 4. Donc, c'est Mon Pote Agri, les nouvelles fermes, paysans résistants, et paysans. Si je prends C'est Mon Pote Agri, en fait, c'est un projet de reprise d'un jeune agriculteur qui reprend l'exploitation de sa mère vieillissante, et il se dit, il avait eu d'autres expériences professionnelles, il se dit, moi je ne veux pas me retrouver seul. Et donc il a coopéré au sein d'une CUMA. Donc là vous allez me dire, où est l'innovation ? Il n'y en a pas. Néanmoins, au sein de sa coopérative d'utilisation de matériel agricole, il a pris l'initiative de diversifier les pratiques agricoles sur l'exploitation de sa mère. Il a mis en place des productions à base de légumineuses en particulier, et il s'est dit, mais ça, il faut que je le raconte, il faut que je l'explique, parce que ça n'a pas été évident, en fin de compte, d'embarquer les autres agriculteurs au sein de sa CUMA. Donc il s'est dit, mais c'est mon pote agri, moi je me donne la responsabilité d'expliquer pourquoi je veux cultiver des légumineuses. Et il est rentré dans cette mécanique à la fois collaborative, participative, pédagogique, j'ai envie de dire, et il en a créé une marque. Il est présent sur les réseaux sociaux et il a d'autres ambitions pour ce collectif. Le deuxième exemple que je vais vous partager, Paysan par exemple. Donc là, c'est 2 frères. Le frère aîné est installé. Il a notamment de la production de soja français. Son petit frère fait une école de commerce et il n'y a pas de la place pour tous les deux sur l'exploitation agricole a priori. Mais le plus jeune, il a pas envie de partir faire d'autres choses. Et il s'est dit, moi, je vais rentrer dans une dynamique de création de valeur ajoutée sur ton exploitation agricole. Et il a eu 2 idées que je vous livre. La première, c'est qu'à base des graines de soja, il a préparé des graines de soja torréfiées pour l'apéro. Et il a mis au point, alors ça ne peut pas s'appeler houmous, mais c'est une sorte de préparation à base de soja également pour l'apéro. Et donc, qui commercialise ça principalement auprès de caves à vin, de restaurateurs, etc. Donc, les nouvelles fermes également, c'est un nouveau projet hyper intéressant en termes de modèle agricole, parce que c'est un réseau de fermes aquaponiques, urbaines et de grande taille. Et pour les paysans résistants, là, c'est une marque d'agriculteurs des Hauts-de-France qui se sont également engagés dans une dynamique de préservation du patrimoine agricole, etc. Simplement, ce que je veux souligner au travers de ce premier courant porteur, c'est qu'en définitive, ce sont des agriculteurs qui se disent, nous, on ne veut pas être exclusivement producteurs d'un minerai agricole transformé et valorisé par d'autres, on veut aussi créer une dynamique de valeur ajoutée sur nos exploitations. C'est ce qu'il faut retenir de ce premier courant porteur-là. Et des initiatives comme celle-ci, elles sont nombreuses. Deuxième courant porteur que je souhaite vous partager, les nouvelles filières vertueuses. Alors, c'est assez proche de ce que je viens de vous dire, mais ça va un petit cran plus loin, parce que là, pour le coup, les initiatives qui sont sous-jacentes, elles embarquent vraiment des dynamiques de filières. Souvent, elles participent au renouveau des systèmes agricoles et elles mobilisent les écosystèmes qui sont adjacents aux travaux des agriculteurs qui s'engagent dans ces collectifs-là. Elles ont aussi en commun de rechercher d'avoir un impact positif sur la santé, sur la société et la planète. C'est assez caractéristique de ces dynamiques-là. Donc là, pour illustrer mon propos, 4 initiatives, Ferme d'avenir, Les Maîtres des Graines, Algolesco et Vieilles Graines. Juste deux exemples.
Algolesco, par exemple, c'est issu d'un programme de recherche en Bretagne. C'est de la culture d'algues en pleine mer. Ça a été lancé en 2013. Au départ, c'était un programme de recherche. Aujourd'hui, ils ont une offre d'algues. Ils font à peu près 200 tonnes d'algues bio par an, donc sur 370 hectares en pleine mer. Et avec des techniques innovantes et écologiques, ils offrent une alternative bretonne aux algues importées d'Asie pour la plupart, et commercialisent leur offre en restauration et auprès des industriels de l'agroalimentaire. Donc Algolesco, une nouvelle filière autour de l'algue produite en pleine mer. Un autre exemple avec les Maîtres des Graines. Les Maîtres des Graines, on est sur un projet de transformation de récolte bio. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un collectif d'agriculteurs sur 4000 hectares. Et en définitive, les producteurs se sont réunis pour se doter d'un outil de transformation de leur propre récolte, en quelque sorte. Et ils proposent à la fois des farines, des huiles et des graines décortiquées à des prix compétitifs pour la restauration, l'industrie agroalimentaire et la distribution. Parce que leur challenge, c'est de dire on veut transformer nos propres graines bio, mais pour être compétitif et avoir un prix du bio beaucoup plus accessible qu'à l'accoutumée. Donc deuxième courant porteur, pour caractériser cette dynamique, Vieille Graine, c'est une offre autour du tempeh en particulier. On reparlera tout à l'heure de fermentation. Troisième courant porteur. Donc là, on est sur un constat, j'ai appelé ça le domicile se rebiffe. En fait, le domicile, c'est vraiment le lieu de pratique culinaire, en définitive, le lieu de pratique alimentaire. Et on s'aperçoit que dans l'évolution de la démographie en particulier, hein, pendant longtemps, les experts du marketing considéraient la famille avec enfants comme le modèle dominant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plutôt les personnes seules qui sont le modèle dominant. Et on s'aperçoit qu'il y a plein d'initiatives aussi qui viennent répondre à ces évolutions des démographiques et d'évolution de comportement. Là, on a listé 4 initiatives en particulier. Le Bureau des légumes, c'est une plateforme de mise en relation de producteurs, principalement en agriculture locale, hein, et de maraîchage, en petite couronne parisienne. Et donc le Bureau des légumes, la jeune femme qui a lancé cette start-up, elle propose la vente en ligne des fruits et légumes locaux, livrés dans des boutiques partenaires où on peut récupérer ces produits. Ça peut aussi être livré à domicile avec des systèmes d'abonnement. Et toujours, il y a une double logique de soutien de l'agriculture et soutien également d'initiatives de réinsertion. Donc en fait, on voit bien de plus en plus cette volonté d'avoir un impact, comme je vous le disais tout à l'heure. Autre exemple avec Terre et Fourchère. Donc là, c'est une marque qui s'est engagée en créant des plats zéro déchet, inspirés des recettes d'antan, en valorisant une fois de plus des productions locales, notamment des légumineuses de nouveau, tout en accompagnant les points de vente dans la mise en place de la consigne pour les bocaux qui sont préparés. Et ils suggèrent un certain nombre de recettes pour faciliter la remise en œuvre au domicile. L'Intergé, dernier exemple. Là, on est sur un habitat partagé vivant en milieu rural, avec la volonté de favoriser les relations intergénérationnelles et permettre à des retraités agricoles de vivre avec des jeunes dans une logique aussi de transmission des savoir-faire, et notamment des savoir-faire culinaires, avec une dynamique aussi d'interaction avec les acteurs du territoire. Quatrième courant porteur, la restauration. On appelait ça la restauration sans canaille parce qu'on s'aperçoit là pour le coup que il y a un certain nombre de contraintes en restauration. C'est vrai en restauration commerciale, c'est particulièrement exacerbé en restauration collective. Et en définitive, là aussi émergent de nombreuses solutions qui permettent de faciliter les contraintes auxquelles sont exposés les acteurs de la restauration. Alors,
juste peut-être vous commentez, Madame Beans, une fois de plus, une solution à base de légumineuses. Donc, vous voyez, on a des constantes comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'initiatives innovantes autour des algues et des légumineuses. Il y en a beaucoup autour de la fermentation, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, Madame Beans, c'est 2 étudiantes de l'ESA d'Angers qui ont développé des produits à base de légumes secs français destinés à la restauration collective, avec des solutions comme la base à tout. La base à tout, donc c'est une sorte de préparation culinaire qui favorise un certain nombre d'appareils. On peut aussi bien intégrer ça dans des cakes que dans des pâtes à tarte en quelque sorte. Et elles ont un deuxième produit qui s'appelle Lego, qui est ni plus ni moins que le principe de l'aquafaba pour ceux qui le connaissent. Et donc ça constitue un substitut végétal aux œufs. Et donc là aussi, c'est une offre qui permet aux chefs de la restauration en collectif de trouver leur compte. Cool Food Pro, donc un autre programme également destiné à la restauration collective. Donc là, c'est un programme de recherche qui permet de disposer d'un calculateur de CO2 et de réduire l'empreinte carbone à la fois de ses achats et de ses menus en restauration collective. Troisième exemple, je suis tenté de vous parler de Nissens. Donc là, on est sur une gamme innovante de soda bio sans bouteille, sans arôme ni conservateur, avec une solution durable et optimisée. En fait, un sachet de 3 kg d'ingrédients naturels permet de préparer jusqu'à 40 litres de boisson. Donc là, on ne transporte plus l'eau, on ne transporte plus l'emballage, on n'a que la solution sèche qui permet, notamment aux bars, à certains restaurateurs, de proposer des softs qui s'inscrivent dans j'avais envie de dire, le renouvellement des genres. Cinquième courant porteur. Alors, elle est moins surprenante, celle-ci, c'est la tech partout, tout le temps. Vous allez me dire, là, pour le coup, on est un peu habitué à retrouver des solutions technologiques. Néanmoins, ce qui est intéressant d'observer derrière ça, c'est la forme qu'elles revêtent, ces solutions-là. Là, on vous en a sélectionné 4 qui sont dans des environnements totalement différents. Limite, pour le coup, c'est une plateforme qui transforme la pause déjeuner en un moment d'engagement, c'est-à-dire que donc c'est une IA en fait. Hein, ça permet avec cette IA de décrypter le contenu de l'assiette. D'accord ? Et les 2 cofondateurs proposent cette solution-là, notamment aux entreprises, pour la restauration d'entreprise, parce que, évidemment, le fait de sensibiliser ses salariés, ses collaborateurs au moment du déjeuner, ça a aussi un impact sur la politique RSE de l'entreprise. Juste un autre exemple, Food Pilot. Food Pilot, c'est une solution qui permet de mener sa politique RSE à partir des données réelles de la parcelle agricole jusqu'au produit fini sorti d'usine. Et donc là, on peut piloter sa politique RSE, quel que soit le référentiel sur lequel on souhaite s'engager. Ça permet de se dire, moi, où est-ce que j'en suis vis-à-vis de tel ou tel référentiel, et donc ça, c'est à partir de l'analyse du cycle de vie. C'est complété par ce qu'ils appellent des questionnaires semi-spécifiques pour éviter les trous dans la raquette et d'être le plus précis possible. Il y a un peu d'IA également, et là ça permet vraiment d'avoir un pilotage affiné de sa politique RSE et de la complémentarité de son offre. J'ai envie de parler de Pactic très rapidement. Pactic, c'est la solution digitale qui est destinée notamment au vrac et au réemploi, parce que elle permet de disposer de toutes les informations utiles qu'on a habituellement sur les emballages. Je poursuis avec le 6e courant porteur, le retour à l'éducation populaire. Alors là, on bascule dans un autre univers, mais il y a de plus en plus d'initiatives qui se disent, mais c'est bien d'agir sur l'offre alimentaire, mais c'est aussi important d'agir sur la demande. Et pour agir sur la demande, il y a des initiatives diverses. Alors, on vous en a mis 4 sous les yeux. Mais je suis très tenté de vous parler de la Maison de l'éducation à l'alimentation durable de la commune de Mouans-Sartoux, dont on parle assez régulièrement, qui, aujourd'hui, en restauration collective, a atteint le niveau record de 100% de produits bio.
fait partie de ces rares collectivités à y parvenir. Je rappelle la loi Egalim, 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio en restauration collective. La moyenne nationale à date, c'est 6,2% de denrées bio en restauration collective. Là, ils font 100% et ils vont plus loin. Ils se sont dit, derrière, on va sensibiliser les parents d'élèves. Et donc, ils ont mis en place cette maison de l'éducation à l'alimentation durable. Ils ont développé des actions de sensibilisation et aujourd'hui, ils ont diminué de 26% l'impact climatique de l'alimentation des habitants de la commune. 26%. Donc, ils utilisent moins d'eau, de pétrole, de surface pour produire. Donc, c'est un exemple qui nous semblait intéressant. Un deuxième exemple, je ne vais pas pouvoir commenter parce que je vois que le temps défile à une vitesse grand V. Je voudrais vous parler d'Appétit. Un projet, alors c'est un projet solidaire, c'est un projet régional, c'est porté par l'association Au Goût du Jour. Et en fait, c'est un projet qui favorise l'autonomie alimentaire des personnes en précarité en leur permettant de cuisiner et de conditionner des produits issus des dons agricoles et agroalimentaires dans des lieux de transformation existants en utilisant ces lieux de transformation lorsqu'ils sont inoccupés. Vous voyez, donc autre type d'initiative. Donc là, on joue sur plusieurs leviers, mais il y a bien cette dimension de participation à l'éducation populaire. Septième courant porteur, c'est une grosse caractéristique aussi que l'on constate dans les dynamiques d'innovation et de transition. Le territoire joue collectif. Alors vous allez me dire, ça a été facilité par les politiques de projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT, c'est pas faux, mais on s'aperçoit, j'ai quelques responsabilités au sein du CNRA, le Conseil national pour la résilience alimentaire des territoires. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus de process participatifs. C'est assez caractéristique dans les dynamiques de résilience alimentaire. Pour faire face aux aléas, on a 3 stades. La résistance, l'adaptation, la transformation. Et sincèrement, les approches sont tellement soudaines, parfois complexes, que s'il n'y a pas de dynamique collective, c'est impossible de faire face. Et donc là, il y a des prises de conscience qui s'opèrent aussi, et c'est intéressant de souligner ça en termes de courant porteur. Donc là, il y a différentes initiatives qui vous sont partagées. Les slasheurs et cueilleurs, J'achète fermier, c'est Rézanne, Aupré, donc là c'est en production laitière, et Agricourt, c'est un collectif d'une centaine de producteurs bio également qui se sont regroupés. Je fais juste un commentaire sur Rézanne, J'achète fermier. Je choisis parce qu'ils viennent d'avoir le trophée système agricole dans le cadre des trophées des bonnes pratiques pour la résilience alimentaire des territoires que l'on organisait jeudi dernier sur le salon de l'agriculture. Et en fait, c'est cette solution qui permet à des producteurs, notamment des producteurs de lait, d'installer un laboratoire sous forme d'un comment on appelle ça là, d'un container maritime totalement aménagé qui permet de transformer une partie de la production laitière de l'exploitation en yaourt. Et pour le coup, aujourd'hui, il y a une dizaine donc de producteurs de lait qui ont fait ce type d'investissement et le système de demande qu'à se développer à la fois sur d'autres territoires, mais aussi ils envisagent de déployer d'autres types de fabrication, d'autres types de transformation sur les exploitations. Courant porteur numéro 8, la fascinante fermentation. Alors là, on est au cœur du sujet, différentes initiatives, mais je vais anticiper, je vais demander à Anas de me rejoindre parce que je vois que le chrono défile très très vite. Donc la fermentation, sincèrement, il y a une multitude d'initiatives autour des fermentations. Là, on avait les fermentés du bocal, on avait Fou, on avait BioAlva. BioAlva, c'est encore à base de légumineuses et algues. Et surtout, on avait Fungit. Alors pourquoi je suis tenté de mettre en avant Fungit? Pour la bonne et simple raison, je vais t'inviter à prendre le micro, Anas. Il s'avère que Anas est le cofondateur de Fungit et il est prix spécial du CEFIA dans le cadre des lauriers de la transition alimentaire, et tu vas bien mieux pitcher que moi ce qu'est Fungit. Oui, si vous m'entendez. Merci Freddy pour l'opportunité. Effectivement, on œuvre à notre niveau sur des nouveaux ingrédients obtenus par la fermentation. Avant peut-être juste de vous parler de ce qu'on fait, faut savoir que nous, le constat qu'on a fait de l'agroalimentaire, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle à n'importe quel industriel, tout le monde veut faire de meilleurs produits, tout le monde veut faire des produits plus simples, plus durables, toujours accessibles. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a cette transition n'est toujours pas faite. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les ingrédients, ce qu'il y a à disposition ne permettent pas de le faire. Et c'est exactement ce qu'on a essayé de résoudre avec la fermentation, c'est de dire comment on peut revoir les choses, comment on peut revoir notre manière de produire pour pouvoir permettre de faire des choses qui sont meilleures pour notre santé, meilleures pour l'environnement, mais toujours au même prix.
Et ça, on le fait avec Fungit parce qu'on développe une nouvelle génération d'arômes grâce à la fermentation, ou pour expliquer très rapidement, on s'appuie sur les champignons, donc on valorise des coproduits agricoles, des sons de céréales, des tourteaux d'oléagineux, qu'on utilise comme substrat, et c'est les champignons, donc des micro-organismes qui vont se développer dessus. Et en fonction des coproduits et des souches de champignons qu'on a et des paramètres de fermentation, eh bien on est capable de développer des cocktails aromatiques très différents. Et donc à la fin de la fermentation, on garde l'ensemble, donc le coproduit fermenté avec le champignon, qu'on réduit en farine et qu'on propose aux industriels comme solution aromatique qui va être naturelle et qui va être aussi, voire plus complexe et performante, parce que la fermentation apporte beaucoup plus que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par la recomposition, par des molécules. Et enfin, par le process qu'on a actuellement, nous permet de le faire à un prix qui va être compétitif. Et donc aujourd'hui, on est une start-up, effectivement. On est créé depuis bientôt 3 ans. On a fait 2 ans de R&D pour aboutir à 2 ingrédients aujourd'hui. Un qui va être dans le monde du salé, avec un monde plutôt umami, qui va apporter un goût viandé sans viande. Et le deuxième qui va être dans le monde du cacao, avec une alternative au cacao à partir d'un autre coproduit. Et on se développe parce qu'on est 7 aujourd'hui, on va être 12 à la fin de l'année. On va avoir un pilote industriel cet été pour produire plusieurs tonnes par mois. Et on a déjà des commercialisations qui sont faites. Donc on accélère. Et on pense que la fermentation est une des réponses pour tous les enjeux qu'on a, y compris l'enjeu aujourd'hui qui met en avant par le CFI, à savoir mieux manger pour mieux vieillir. Merci. Merci Anna, c'est super bien pitché. Je voulais conclure en fait cette intervention sur cette revue d'innovation et des courants porteurs d'innovation et de transition pour démontrer que derrière les lauriers de la transition alimentaire, c'est pas qu'une solution digitale pour faire un challenge innovation, c'est pouvoir mettre en avant des initiatives qui participent à une véritable utilité, qui participent à réinventer des modèles. Je vous encourage à vous connecter sur Manger du Sens. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est accessible. On essaye d'être le plus transparent et le plus visible possible. Aujourd'hui, c'est 6000 membres, c'est 400 startups et je vous invite à les découvrir. Je vous remercie de votre attention. Et merci de vos applaudissements. Pardon. Vas-y, Anna. Ajouter qu'on a un stand, donc si vous voulez passer nous voir, je serais ravi de vous expliquer un peu plus ce qu'on fait au hall 12. Avec grand plaisir. Il est où votre stand? Il est au hall 12, 20C. Merci. Merci. Ok. Alors Freddy, vraisemblablement, il y a un dernier slide qui nous attend. Et voilà. Ah oui. Voilà, vous en reprendrez bien une petite louche. Alors, la louche, elle est dans le logo de Manger du Sens, donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous la faire, celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On a été clair? Merci de votre écoute et de votre intérêt. Et nous concernant, on va continuer à réinventer les modèles. Merci pour cette présentation absolument remarquable. J'ai eu la chance cette fois-ci de pouvoir rester durant tout le long de la présentation et de tout bien écouter. Ouais, c'était fort intéressant. Merci beaucoup. Très bonne soirée, Freddy. Bon CFIA, puisque ce n'est pas terminé, justement. Ah oui, applaudissez-le, s'il vous plaît. Merci. C'est vrai qu'on arrive en fin de journée et on est déjà un peu fatigué, évidemment. Le CFIA n'est pas terminé. Il y a encore 2 jours qui nous attendent. Et justement, demain, la scène Agora, elle sera disponible, ouverte pour des rencontres dès 9h30. Nous allons démarrer avec le Green Deal de Fabrice Pelletier, qui est une présentation créative. Nous allons ensuite, à 11h, recevoir Jean-François Loiseau, qui est le président de l'ANIA. Et il va venir pour une interview suivie à 11h40 de Philippe Chalman, qui est économiste et qui nous propose une conférence sur les marchés mondiaux. Je ne vais pas vous dérouler, le programme de l'après-midi, mais vous pouvez le consulter. Il s'affiche d'ailleurs. Et je voulais juste vous dire qu'il sera tout aussi passionnant. Nous allons passer une très belle 2e journée de CFIA. Et pour ce faire, je vous souhaite donc très bonne soirée. Et à demain à l'Agora. Merci.